Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire RH dédié à l'intelligence collective au cœur de l'expérience et de l'engagement collaborateur avec le soutien d'Indeed, de Talentsoft et de Asana. Ce webinaire fait partie de notre programme Business Recovery Challenges où au Hub Institute on partage des articles de décryptage, d'analyse, des formations en ligne, des webinaires pour vous aider à dépasser la crise et à préparer la reprise. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, sur le site, vous retrouverez pas mal de ressources pour vous aider et vous accompagner. Je suis en bonne compagnie puisque je vais animer ce webinaire avec Caroline Loisel, qui est à mes côtés, qui est aussi ma co-autrice sur le guide du futur DRH et du management, voilà, qu'on a sorti en février dernier avec Caroline. Caroline qui nous accompagne aussi sur toutes les missions de conseil et d'accompagnement, de transformation RH et des organisations. Et Caroline qui est aussi intervenante et speaker chez pas mal de monde sur ces sujets-là. Au Hub Institute, on est un think tank digital. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on aide les entreprises à comprendre les enjeux, les tendances, les innovations, les bonnes pratiques de la transformation, qu'elles soient digitales, durables, RH. Aujourd'hui, on a 100 grandes entreprises qui nous suivent et qui sont abonnées chez nous pour recevoir nos études, participer à nos 50 événements et conférences annuelles, se faire former ou venir en learning expédition avec nous. On est à travers de nombreux secteurs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, au-delà de vos secteurs spécifiques, regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait de nouveau, ce qui se fait de différent. Et puis, cette Business Recovery Challenge, c'est aussi tout un tas de formations 100% online. Caroline en anime un certain nombre, voilà, sur le travailler à distance, manager un petit peu différemment. Il y a des choses sur le marketing, sur la transformation, sur le luxe. Il y en a pour tous les sujets. On vous donnera aussi rendez-vous dans les jours à venir sur son parcours et son expérience client post-Covid, mardi 19 mai. Le 20 mai, on parlera de marketing prédictive. Et le 11 juin, on aura une grande journée back to business pour pouvoir réaccélérer vos organisations, votre business, et de récupérer l'impact de la crise du Covid. N'hésitez pas évidemment à réagir. Hashtag Business Recovery sur Twitter. Et puis tout simplement à travers le chat, je vois que voilà, les gens nous souhaitent bonjour. Vous allez voir qu'il y a un onglet pour poser vos questions et on va commencer d'ailleurs avec le 3e onglet sur l'onglet sondage où vous allez pouvoir répondre à un premier sondage qu'on vous a posé avec Caroline. Voilà, sur l'enjeu majeur RH aujourd'hui dans le cadre de la crise Covid. Est-ce qu'on parle de sécurité sanitaire, de sérénité mentale, de maintien de la confiance, de travail à distance, de posture de management, de maintien de l'effectif? Voilà, on vous laisse réagir. On prendra les résultats tout à l'heure. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Caroline pour nous présenter les intervenants de cette session. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour spécialement à Émilie et Isabelle que j'ai vues sur le chat. Alors aujourd'hui, on va avoir le plaisir de recevoir Alexandre Pachulski qui est cofondeur de Talentsoft et il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Unique entre parenthèses S et qui aborde le sujet des interactions entre nous, les êtres humains, et les nouvelles technologies. Un livre passionnant que je vous invite à consulter. Ouais, et Talentsoft, qui est quand même un des acteurs leaders internationaux basés depuis la France, qui a démarré en SIRH, qui est assez hallucinant sur leur croissance, qui ont fait une belle levée de fonds il y a pas longtemps, mais je pense qu'Alexandre nous en reparlera. On a aussi Corentin Rosado d'Asana, qui est une plateforme, une solution de gestion de projet assez utile en ce moment, notamment avec nos travaux à distance. Voilà, et Asana, dont on est assez fan au Institut, puisque par exemple, ce webinaire a été, entre autres, préparé et coordonné grâce à la plateforme Asana, qu'on utilise beaucoup pour coordonner nos équipes, surtout à distance en ce moment. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir Gaëlle Barthélémy, qui est facilitatrice en intelligence collective et qui viendra nous partager son expérience en tant que manageuse sur ces nouvelles techniques, enfin nouvelles, pas tant que ça en fait, nous le verrons, qui nous permettent finalement de faire émerger des idées, des solutions et surtout l'envie de réaliser des nouveaux projets. Alors, on voulait commencer par une introduction avec Emmanuel sur le sujet du jour, donc l'intelligence collective au cœur de l'expérience et de l'engagement collaborateur. On espère surtout que vous allez bien, que vous prenez soin de vous,
que vous vous reposez parce qu'on ressent, nous tous et nous toutes, une fatigue assez généralisée. J'ai la chance d'être dans un univers où je vois différentes personnes aujourd'hui qui sont soit en télétravail, soit au chômage partiel. Et je vous assure que quelle que soit notre situation de foyer, quelle situation de travail, on ressent tous quand même une fatigue. Donc, prenons soin de nous toujours. On espère que vous êtes bien là. Et donc, voilà, on aime bien cette petite BD. Bonjour, je m'appelle Hakim et ça fait 10 jours que je suis confinée ou déconfinée. Bonjour Hakim, parce que même si on est en période de déconfinement, c'est quand même assez progressif et on nous incite quand même plutôt à rester chez nous. Alors, j'aime bien cette citation pour commencer de Claude Onesta, qui est manager général de l'équipe de France de handball masculin et qui nous dit « Quand je sélectionnais 15 joueurs, mon objectif était d'identifier et de sublimer les potentiels, de savoir utiliser ce que le match induit et de composer le groupe susceptible de générer la meilleure coopération possible. » Donc, on sent bien là que le cumul des individus n'est pas forcément la question qui est en jeu. Ce qui est en jeu, en fait, c'est les synergies entre chacun des individus. Donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sujets, hein, et donc là, on en a abordé certains dans le sondage, vous pouvez y répondre. En tous les cas, il y a au moins quelque chose peut-être qui est intéressant. Alors, on aime bien l'humour, hein. L'humour en ce moment, c'est un levier de distance par rapport aux événements. Donc, on aime bien le compte, c'est sur Instagram, vous pouvez regarder, il a été créé par Julien Laurent. Demain commence aujourd'hui, et voilà ce qu'il nous dit. Le présentéisme en avril 2020 versus en février, donc avant en février, c'était oula, 20h45, l'heure de rentrée pour pouvoir faire un bisou au lit aux enfants. Et aujourd'hui, c'est plutôt oula, 20h45, les enfants sont couchés, l'heure de se mettre au boulot. Donc, je pense qu'on fait tous, en général, quand on a des enfants, à ce type de situation, on fait face à ça et on essaie de gérer au mieux. Tout le monde n'est pas encore retourné à l'école, donc on doit aussi gérer ces aspects-là. Avec cette complexité finalement un petit peu de la sphère personnelle et professionnelle qui sont complètement fusionnées, et puis évidemment avec des différences entre collaborateurs, hein, entre ceux qui ont des enfants qui n'en ont pas, qui en ont beaucoup, ou qui ont de la surface ou qui n'en ont pas. Donc là aussi, hein, un ressenti et des contraintes qui peuvent être très différentes d'un collaborateur à l'autre. Il nous partage aussi sa vision de l'évolution du travail. Alors avant, voilà, on était dans un bureau. Ensuite, nous avons eu l'open space office. Et puis, il y a eu ce mouvement, cette tendance sur le flex office. Et aujourd'hui, le confinement office. Hein, vous voyez un peu effectivement ce que vient de décrire Emmanuel à l'instant. Avec un vrai sujet du coup, hein, c'est quand même de se demander si pour la plupart des entreprises à terme, beaucoup qui étaient allés vers le flex office, on comprend bien, hein, pas de bureau attitré, on fait des économies aussi d'immobilier. Bon, il y en a peut-être qui vont être tentés de faire des économies avec le télétravail, mais ça a posé la question, effectivement, quand on voit les tours de la Défense avec plusieurs dizaines de milliers d'employés de différentes entreprises, bah, finalement, plus on est grand, plus on est gros, avec des gros campus ou des grandes tours, plus finalement on est handicapé pour pouvoir reprendre de manière sécurisée. Alors, vous pouvez continuer de répondre au sondage pour qu'on ait un résultat intéressant. Nous, ce qu'on voit en tous les cas de l'extérieur, de notre grille de lecture, on voit aujourd'hui 4 chantiers. Alors, on a à cœur avec Emmanuel de toujours parler du duo RH Management. Hein. Notre livre s'appelle « Le guide du futur des RH et du management » car c'est bien le duo et les synergies qu'il y aura entre ces deux départements qui fera le succès. Donc, les chantiers au niveau du travail. Alors, on a évidemment le chantier autour de la sécurité du travail, le potentiel retour sur site. Alors, on a bien compris que ça se faisait de façon progressive. Hein. On annonce des chiffres plutôt entre 10 et 15%. On vise peut-être du 50% en septembre, mais rien n'est certain. Ensuite, évidemment, il y a l'application des normes sanitaires pour ceux qui retournent sur site. Et puis, l'installation un peu singulière, hein, comme on parlait du flex office. Alors, normalement, le flex office, on pouvait aller s'installer sur un bureau comme on le souhaitait. C'est un peu moins cohérent par rapport aux normes qu'on doit respecter. Donc voilà, comment du coup on fait évoluer les espaces et puis le respect de la distanciation, hein, une fois sur site. Voilà, et on a vu quelques acteurs comme Google ou Facebook inviter leurs collaborateurs à ne pas revenir du télétravail avant la fin de l'année, à part pour quelques exceptions sur les serveurs ou etc. Et même Twitter a annoncé de Jacques Dorsey que potentiellement, si les gens ne voulaient pas revenir et rester à distance pour télétravailler, que c'était possible, pourquoi pas continuer.
À l'inverse, on se souvient de Yahoo qui avait beaucoup incité le télétravail de par le passé et qui finalement, au bout d'un moment, s'était rendu compte que la dynamique d'entreprise s'était un peu écroulée et que les gens finalement faisaient un peu ce qu'ils avaient envie, mais plus par sentiment d'abandon et de manque d'engagement. Donc, il faudra trouver le bon compromis. Alors, on a aussi l'aspect l'ergonomie du travail. Alors, bien sûr, on a eu toute la question de l'équipement, des outils, que ce soit de reporting, de communication, de gestion de projet, et on va en discuter aussi aujourd'hui. Dans l'équipement, on peut même se dire à terme, peut-être que le télétravail dans sa version 3, ce serait de se dire qu'en tant qu'employeur, on est aussi responsable du siège, puisque au bureau, nous avions un siège très ergonomique. Donc, comment finalement, si le télétravail continue à se prolonger de façon quasi à 100%, comment aussi, en tant qu'employeur, on assure finalement le confort global et l'ergonomie du travail, mais à domicile. On a aussi évidemment toujours les questions de process, de respect de la vie privée aussi, encore plus, puisque nous sommes chez nous à travailler, et le confort de l'installation dont je parlais. Ouais, on se rappelle de l'entreprise qui est derrière WordPress, par exemple, qui n'a plus aucun bureau et que des collaborateurs depuis des années de par le monde. Chaque collaborateur a un pack de 1 500 ou 2 000 euros pour acheter le matériel qui lui convient le plus pour aménager son bureau à la maison et en général acheter un très bon fauteuil. On a évidemment aussi le côté paisibilité mentale, le côté psychologique, donc les relations avec les collègues, évidemment les relations avec son manager, ou en tant que manager, comment on s'assure, comment on prend soin, comment on est peut-être plus ou moins dans un peu plus de relations informelles, comment on continue à distinguer les moments formels et informels pour prendre soin de ses équipes à distance. Et puis, bien sûr, surtout, un des gros sujets, c'est la convivialité d'équipe. Alors, c'est marrant parce qu'on a fait un premier webinaire RH il y a déjà plusieurs semaines où c'était la grande, entre guillemets, mode des apéros. On en a tous fait. Bizarrement, je pense qu'on aura tous remarqué qu'on en fait moins et qu'aujourd'hui, il y a une forme d'usure par rapport à ces sujets-là. Donc, comment on assure malgré tout de retrouver de la convivialité? Il y a aussi dans certaines organisations, ils se sont laissés le choix, alors toujours sur volontariat, mais d'organiser des rencontres une fois par semaine, une fois par mois, d'un retour sur site, évidemment avec respect de la distanciation sociale et en fonction de la taille de l'équipe, pour pouvoir peut-être essayer de recréer un peu du lien et cette fameuse sympathie qui est quand même si importante pour le moral des troupes. Et puis, on a le dernier sujet qui est le sujet non des moindres, qui est sur une perspective plus moyen-long terme, donc l'avenir du travail. On commence à parler de GPEC de crise, donc comment on accélère, parce que peut-être que c'était des travaux qui avaient été démarrés par rapport à des sujets de transformation digitale d'un business, au niveau de la cartographie des compétences de son entreprise. Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qui sont peut-être en train d'émerger, puisque on est tous, on est bien d'ailleurs concernés au Web Institute, en train de revoir nos activités pour envisager un peu tous les scénarios. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de se dire, alors, s'il se passe ça, comment je vais pouvoir continuer à mon activité? Donc, ça augure certainement des nouveaux besoins, des nouvelles compétences et puis bien sûr aussi des nouveaux outils. Et puis, une certaine forme toujours de responsabilité en tant qu'employeur du maintien de l'employabilité des personnes avec lesquelles on collabore. Donc, au centre de tout ça, on a bien sûr comment on mesure le pouls des collaborateurs et des managers, donc à travers des potentiels baromètres. La communication aujourd'hui qui est essentielle du board et puis ses résonances. On engage plutôt à être dans des conversations transparentes, à assumer le fait d'être dans l'incertain, de dire sur cette question-là, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je reviens vers vous plus tard. Car l'enjeu, comme dit très bien une des personnes du groupe Renault, c'est pas forcément de retrouver la productivité. De toute façon, c'est impossible aujourd'hui. Si on parle d'une chaîne de production chez Renault, les normes sanitaires font qu'on a perdu 18 minutes par jour sur une chaîne de production, donc c'est irrattrapable. Et du coup, l'enjeu, c'est plutôt le retour de la confiance dans le projet, la confiance dans l'organisation, la confiance de se dire on a la force, on va trouver les ressources et les bonnes pour s'adapter par rapport à ce nouveau contexte.
On vous incite aussi à être dans un partage, notamment au niveau des DRH. Alors, on sait qu'il y a des informations, il y a une forme de culture de la confidentialité qui est tout à fait légitime au sein des RH. Cependant, on se dit que dans une situation aussi incertaine où on doit quand même manifestement prendre des décisions dans l'urgence, il est sûrement très intéressant d'avoir cette forme de ce qu'on a envie d'appeler la solidarité opérationnelle. Donc, comment et j'imagine que vous le faites déjà dans des groupes de conversation, d'échanger sur comment vous réussissez à trouver des solutions aujourd'hui pour gérer les problèmes que vous rencontrez. Et puis l'inclusion. Vas-y. C'est vraiment mutualiser sa courbe d'apprentissage, hein, puisque finalement, on doit tous faire du test and learn très rapidement. On ne peut pas tester toutes les possibilités. Donc, plus vite on peut voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, plus vite on peut s'inspirer et se comparer à ses homologues. Et puis au centre, et c'est le sujet du jour, c'est l'inclusion dans les process de réflexion et de décision, donc via cette intelligence plus collective qui va permettre de trouver des solutions plus rapidement et surtout adaptées à la singularité des situations dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour regarder les résultats un petit peu du sondage sur les enjeux majeurs RH aujourd'hui dans le cadre de la crise du Covid. Donc, première réponse à 26%, maintien de la confiance. Donc, comme quoi, on voit que c'est un gros enjeu. À part égale après, travail à distance et posture du management. Donc, voilà, travail à distance, on est très opérationnel, on est dans le concret. Comment il y a déjà une question sur la fatigue par rapport à Zoom et par rapport aux outils, aux tunnels de visio qu'on peut avoir. Et puis, on se doute bien que pour maintenir la motivation et aider chacun et détecter potentiellement les petites déprimes, la posture du management va devoir être très bienveillante, empathique sur la productivité et les moyens à mettre à disposition. Donc, 3 conditions à l'intelligence collective avant de commencer avec nos invités. Évidemment, assurer la diversité des points de vue, créer les conditions pour que chacun se sente libre de s'exprimer. Vous savez que le principal problème dans une réunion d'équipe, c'est que c'est souvent les mêmes qui s'expriment. Et donc, il faut absolument avoir un facilitateur qui va donner la parole à chacun des membres d'un groupe. Et puis aussi, bien respecter des méthodes d'agrégation objective des informations pour pouvoir faire émerger le meilleur de l'intelligence collective. Donc finalement, l'intelligence collective, c'est à la fois une question de culture, d'ouverture. Oui, l'intelligence peut venir de toutes parts dans une organisation, y compris des personnes que vous venez potentiellement juste de recruter, qui sont des jeunes diplômés, qui arrivent dans l'organisation avec ce regard complètement neuf. Que l'ego soit mis plutôt au service du projet et non de sa propre carrière ou de son propre parcours. Ça, c'est vraiment un mantra absolu pour l'intelligence collective. Évidemment, c'est aussi une question d'outils, on en parlera aujourd'hui. La facilitation, donc avec ce poste clé au centre de l'intelligence collective, et puis j'ai envie de dire une croyance sur la pensée systémique et ses bienfaits, surtout en période d'incertitude. Et je pense que malheureusement, on a vu la paralysie du gouvernement ou de l'État en théorie tout puissant. On s'est rendu compte que finalement, face à un défi quasiment impossible à anticiper, ça a été aussi la responsabilité individuelle, la motivation des soignants, les entreprises qui se sont beaucoup mobilisées. Et donc, quand tu parles de pensée systémique, voilà, ça montre bien que les réponses, elles peuvent être partout et que c'est souvent ensemble, à tous les niveaux, depuis les gens opérationnels jusqu'aux gens stratégiques, qu'on arrive à inventer les nouvelles solutions et surtout à se prendre en main sans forcément attendre qu'en centrale, quelque chose arrive et réponde à tous nos problèmes. Alors, j'en profite pour répondre aux questions. Question d'Anne. Quid de la fatigue des écrans et des réunions virtuelles? Alors déjà, la fatigue, elle vient de 3 sources. Faut qu'on en ait conscience. On a une fatigue cérébrale. Le fait d'avoir revu toutes nos routines, nos façons d'être au monde, même encore aujourd'hui, où on doit encore revoir, se réadapter. On a le droit de sortir un petit peu. Donc en fait, cette fatigue de revoir toutes nos routines fait que nous sommes en surconsommation d'énergie parce que toutes ces choses qu'on faisait de façon réflexe, nous libérait de plein d'énergie. On a effectivement la fatigue visuelle au visio. Alors, par benchmark, on va dire, sur un panel qu'on a pu faire, une des bonnes pratiques qu'on aime bien, c'est notamment dans certaines équipes où la visio, ce n'est uniquement que le vendredi. C'est-à-dire qu'en fait, du lundi au jeudi, quand bien même il y a des réunions, vous avez le droit de ne pas être en visio. Donc, c'est une façon de commencer effectivement à mettre certaines routines
certains rituels qui viennent un peu contrebalancer cet effet de visio. Donc, le limiter seulement à une journée par semaine et le reste du temps d'être hors caméra. Ce qui quand même permet, si on est bien concentré sur l'ouïe, alors ça demande aussi une fatigue, hein, le fait aussi de devoir se concentrer sur un seul de nos sens, mais au moins on n'aura pas cette fatigue effectivement oculaire. La recommandation qui est faite sur le sujet de la fatigue visuelle, c'est par heure, il faut avoir au moins 5 minutes de pause hors écran et regarder à l'horizon, si tant est que ça soit possible par les conditions actuelles. Donc effectivement, c'est un vrai point aujourd'hui de faire vraiment très attention à cette fatigue visuelle qui peut entraîner des migraines assez lourdes. Je peux vous en parler. Les premières semaines, j'ai écouté beaucoup de webinars et ça m'est un petit peu tombé dessus, donc je fais très attention maintenant. Deuxième question d'Émilie, quid aussi de la frontière entre vie pro et vie perso? Alors effectivement, ça, on vous mettra, peut-être que Romain va pouvoir mettre en replay le premier webinaire qu'on a fait avec Emmanuel il y a quelques semaines où effectivement on traitait ce point. En fait, aujourd'hui, quand vous appelez un collaborateur, vous l'appelez à la fois dans son contexte professionnel, dans son contexte privé, mais aussi dans son contexte intime. Intime, ça veut dire son rapport par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde et par rapport à ce virus. Donc voilà, je vous incite à regarder le replay du premier webinaire, Émilie. On va vous poster le lien. Et on commence donc avec Corentin d'Asana qui du coup va aborder le point de l'intelligence collective avec un angle de vue qui lui est singulier. Merci. Bonjour à tous. Merci au Institut de m'accueillir aujourd'hui au nom d'Asana. Donc l'idée, c'est de vous parler de cette thématique de la gestion du travail, une thématique particulièrement pressante à l'heure actuelle sur ce temps fort de télétravail. Et c'est surtout de vous parler de l'utilisation de cette gestion du travail pour améliorer la collaboration et la coordination des équipes. Donc bon, je m'appelle Corentin Rosado, ça je crois que vous l'avez compris. Je suis responsable grand compte chez Asana, pour qui je travaille depuis fin 2017. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les grandes entreprises françaises dans leur transition pour tout ou partie de l'organisation vers Asana, dans la mise en place du coup de cette gestion du travail afin de permettre aux équipes de donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui, je vais commencer par définir déjà ce qu'est cette gestion du travail. C'est pas forcément un dénominateur commun pour tout le monde. Avant d'expliquer en quoi elle peut vous aider à mieux travailler et mettre à profit cette intelligence collective. Ça fait 10 ans que j'évolue dans le milieu des logiciels et plus particulièrement 5 ans dans celui des outils de productivité. Et ces dernières années, j'ai eu la chance d'être confronté à des situations très diverses, tant sur la méthodologie d'organisation que sur les outils utilisés en entreprise. Et à ce titre, je vous présenterai ensuite les principes clés que je considère comme essentiels à un travail efficace des équipes et des organisations et qui sont les principes clés de l'outil Asana, raison pour lesquelles j'y travaille également aujourd'hui. Donc chez Asana, on a pour mission d'aider les équipes du monde entier à avancer et ça n'a jamais été aussi important qu'en ces temps de crise. Donc le nouvel environnement au sein duquel on évolue, ça oblige les entreprises, donc vous, à s'adapter à de nouvelles pratiques non seulement commerciales, mais aussi organisationnelles et à repenser cette expérience collaborateur. Donc en travaillant avec des équipes de toute taille, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a plusieurs conditions clés qui favorisent la réussite des équipes et on en a 3 principales, la clarté, la communication et l'automatisation. Donc, je vais revenir sur ces 3 concepts. Ce qui m'a le plus frappé ces dernières années en étant en contact des clients, c'est de réaliser à quel point on est dans une non-gestion du travail. En ce qu'elle est très souvent chaotique, elle répond au diktat de l'email, du fichier Excel. Chez Asana, on veut comprendre où sont les inefficiences dans le travail afin d'aider nos clients à les régler. La coordination de plusieurs équipes, c'est toujours une affaire complexe, d'autant plus en télétravail et même quand tout va bien. C'est encore plus difficile lorsqu'il faut creuser à la recherche d'informations dans les emails, les autres applications de messagerie. Les équipes qui ne disposent pas d'un système dédié à la planification, à l'organisation et à la réalisation du travail, elles font face tout simplement à une confusion grandissante. Et malheureusement, je le constate que de plus en plus en cette période de télétravail. Elles travaillent lentement, manquent leurs échéances et s'éloignent des objectifs les plus ambitieux. Et du coup, c'est dans ce genre de situation que le travail prend tout son sens. Donc, qu'est-ce que j'entends par gestion du travail? Alors, la définition qu'on en donne chez Asana, c'est que c'est une approche systématique, qui permet d'orchestrer les processus de l'organisation pour donner la clarté nécessaire à l'atteinte des objectifs. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est des projets, ça peut être des processus continus, ça peut être des tâches de routine
Vraiment, c'est coordonner le travail des employés à tous les niveaux de l'organisation pour s'assurer que chacun dispose des informations dont il a besoin pour accomplir le travail qu'on peut plus. Donc, quand l'organisation adopte pleinement la gestion du travail, ça permet d'avoir un système en temps réel qui est basé sur la transparence et la responsabilisation. Ça permet aux équipes de mieux planifier, organiser et réaliser les tâches plus simplement. Et du coup, on oublie les réunions pour se tenir au courant de l'avancée du travail et donner une note sur comment est-ce qu'on a performé sur les 3 derniers mois. On est au courant en temps réel et l'intelligence collective, du coup, elle est mise au service de la réalisation du travail et non de la planification du travail. Nota bene là-dessus, en échangeant au quotidien avec mes clients, j'ai pu constater une tendance grandissante de nouveaux venus en entreprise qui tiennent compte des outils utilisés au moment de faire acte de candidature. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être secondé par Alexandre. Il y a de nombreuses entreprises aujourd'hui qui mettent aussi en avant leur tech stack moderne comme un argument de recrutement. Qui de nos jours a envie de rejoindre une entreprise où on ne sait pas avant que le travail est organisé de manière chaotique, en s'appuyant sur des outils vieillissants, l'expérience utilisateur rebutante. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'intégralité des candidats. Bref, donc je viens de vous expliquer ce qu'est la gestion du travail, mais pourquoi est-ce qu'on en a besoin et comment est-ce que cette approche elle peut vous aider à soutenir vos employés, qui plus est en période de télétravail. On n'est plus juste sur un souhait de télétravail, mais on est sur une réelle nécessité. Donc, tout est lié à la façon dont on répartit les activités au cours de nos journées de travail. Pour ce faire, à Sana, on a mené une étude qu'on a nommée l'anatomie du travail. Vous devriez trouver un lien qui s'affiche sur votre écran qui vous permet d'avoir accès à cette étude, en tout cas ses résultats principaux. L'étude elle a pour vocation de disséquer et mieux comprendre le travail, le temps de travail et identifier les freins à la productivité. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est sous vos yeux à l'instant, globalement, vous avez un bon tiers du temps de travail aujourd'hui qui est sur le travail qualifié, 13% sur la planification stratégique et les analyses, mais surtout, vous avez 60% de notre temps de travail qui est consacré à ce qu'on appelle le work about work. Donc, je vais me pencher un petit peu plus sur ce concept. Work about work, c'est toujours compliqué de le traduire en français, le travail sur le travail. Ça fait référence concrètement aux tâches qui empiètent sur le temps de travail qualifié et qui empiète sur le temps de travail qui est essentiel à la réalisation des objectifs. Donc, il s'agit par exemple des emails, de la planification, des réunions superflues, ou encore synchroniser vos données, chercher un document, chercher un fichier. Et ça, malheureusement, c'est quasi 2/3 du temps passé au travail. Donc, résultat, c'est que ce pourquoi on a été embauché, on y passe globalement un petit tiers du temps de travail, ce qui est un petit peu un gâchis de cette intelligence, alors qu'elle soit individuelle ou collective. Même problème pour les maigres 13% de temps de travail alloué à la planification stratégique et aux analyses prévisionnelles. En clair, des projets, des opportunités futures seront délaissées. Ces données, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont été recueillies avant la crise du Covid. Mais je pense qu'il est fort à parier que la coordination du travail a pris du plomb dans l'aile et puis après encore plus de place en fait dans la vie professionnelle des équipes à distance. Si on prend le temps d'analyser les difficultés auxquelles les employés sont confrontés, en particulier à l'heure actuelle, sur cette nécessité de télétravail, ce qu'on a pu identifier, c'est 3 freins principaux importants à cette productivité. D'abord, les distractions, très souvent, comme on l'a mentionné juste avant, d'ordre numérique. Donc, je pense au flot continu de messages et d'emails qui peuvent avoir de graves conséquences sur vos équipes, donc le stress, la frustration, le burn-out, j'en passe et des meilleurs. Et maintenant que nous travaillons à domicile, rajoutez à ça les priorités du cadre privé qui font soudainement irruption dans le cadre professionnel. Alors, mentionné tout à l'heure aussi les enfants ou les personnes à charge. C'est ce manque d'interaction en personne qui peut gêner les communications. Et enfin, les difficultés d'accès aux informations qui obligent chacun à faire des recherches. Donc maintenant qu'on a repéré ces obstacles à une productivité optimale, je souhaite vous parler des solutions. Je vais m'arrêter sur 3 concepts clés que j'ai évoqués juste avant, la clarté, la communication et l'automatisation, qui permettent tous en fait cette collaboration et cette coordination des équipes performantes. Premier concept qui doit vous aider à travailler plus efficacement, et ça, que ce soit au bureau ou encore plus depuis chez vous, c'est cette clarté. Alors, qu'est-ce qu'on entend par clarté ? La clarté, c'est mettre tout le monde au clair sur les objectifs, les responsables des différentes actions qui vous permettent de les atteindre, et savoir à quel moment ces tâches sont réalisées. Donc concrètement, c'est qui fait quoi pour quand. Cette clarté, elle est là pour réduire le stress et les doutes.
elle nous aide à communiquer sur ce qui compte, mais surtout à identifier ce qui compte. Et cette notion qui est toujours importante pour une équipe, elle est d'autant plus lorsqu'on travaille à distance, car les échanges ils sont moins fréquents et parfois plus compliqués qu'en face à face. Parfois, sans chef ni collègue à proximité, on a tendance à se perdre dans le fil des priorités, à se demander sur quoi on est censé être en train de travailler. Donc, pour être efficace, c'est non seulement au manager, mais surtout à l'entreprise d'apporter clarté et visibilité à tous. Les équipes et les membres qui les composent doivent visualiser en quoi leur travail contribue aux priorités de l'entreprise pour se sentir soutenus et impliqués, mais aussi pour garder le cap sur les activités les plus essentielles. Donc, c'est là où viennent les plateformes de gestion du travail qui constituent la source unique de référence de tous les acteurs de l'entreprise à tous les niveaux. Toutes les informations sont conservées au même endroit, accessibles par tous, structurées, organisées. Et j'insiste sur ce côté structuré, organisé. C'est beaucoup plus facile, du coup, de décomposer les objectifs stratégiques en projets, puis en tâches. Donc, avec ce format-là, vous avez des contributeurs individuels qui comprennent mieux en quoi leur travail s'intègre dans un cadre plus général. Cette fameuse quête de sens dont on parle très régulièrement en entreprise, et comment est-ce que leurs propres tâches contribuent aux objectifs stratégiques. Donc, comment est-ce que moi, mon travail s'inscrit dans la big picture. Les responsables et les décisionnaires, quant à eux, ils vont disposer d'une vue d'ensemble sur la totalité des opérations et peuvent tranquillement s'assurer que tout progresse comme prévu. Sur le côté communication, alors ça va faire grincer des dents, mais aujourd'hui on estime 300 à 320 milliards le nombre d'emails qui seront envoyés en 2021, source statista.com. Les employés de bureau sont confrontés à un niveau de communication par email jamais vu. Les applications de messagerie ont contribué à alléger la charge d'email. Alors je pense à Microsoft Teams, à Slack notamment. Mais le fait de devoir suivre de nombreuses discussions sur de nombreux canaux peut affecter les employés, contribuer à cloisonner les informations, entraîner des distractions. La plupart des équipes qui ont de nombreux outils à leur disposition, globalement, ça va compliquer la communication si votre équipe n'a pas décidé à l'avance de l'usage de chaque canal. Donc, une solution de gestion du travail, ça vous offre cette plateforme sur laquelle centraliser ces communications et les lier à des tâches précises. Donc, je vous conseille, pour l'avoir vu chez les clients, de fixer des règles pour les canaux de communication et de choisir quels outils à privilégier pour chaque usage. Si on prend l'exemple d'Asana, l'entreprise Asana, nous, on gère comme suit. On a Slack pour les questions rapides, discussions informelles. On utilise Zoom pour les appels vidéo. Et pour faire écho à ce qui était indiqué tout à l'heure, quand il y en a un peu trop, on s'autorise en intelligence collective, si je puis dire, de couper la vidéo pour que ce soit un petit peu moins fatigant. Et enfin, Asana pour la partie commentaires, questions, décisions, qui sont vraiment liés à un projet contextualisé ou à une tâche spécifique. Les seuls cas où on va communiquer par mail, ça va concerner les fournisseurs et les partenaires externes qui n'ont pas encore fait le saut sur Asana. Et enfin, dernier concept abordé, c'est cette automatisation. Donc, on entend beaucoup parler d'automatisation, mais d'un point de vue pratique, sa mise en place, ça peut donner l'impression de demander beaucoup de temps et d'investissement. Pourtant, quand on élabore des processus adéquats en automatisant certains d'entre eux, vous allez aider les équipes à mieux collaborer, faciliter les tâches. C'est un excellent moyen de vous affranchir de tâches pénibles ou sans grand intérêt qui appartiennent au fameux work about work dont je parlais plus tôt. Donc, cette automatisation, c'est vraiment standardiser vos processus et être sûr de rien oublier. Et si on y réfléchit bien, aujourd'hui, il est possible d'automatiser la plupart des tâches quotidiennes non essentielles. Je pense à la répartition des responsabilités, la mise à jour des échéances lorsqu'un projet va évoluer. La plateforme de gestion du travail dotée de capacités d'automatisation, elle peut vous aider à ajuster ces échéances changeantes et à attribuer les tâches aux bonnes personnes pour n'avoir plus à passer de temps sur les petits détails dont vous pourriez perdre le fil. L'automatisation, du coup, ça constitue une bonne solution pour s'assurer que les employés de votre entreprise se focalisent sur les activités qui leur tiennent le plus à cœur. Donc, ces conseils, c'est en aucun cas une stratégie exhaustive de la gestion du travail, mais elles mettent l'accent sur la clarté, la communication et l'automatisation. Donc, vous et votre équipe, vous pouvez commencer à travailler ensemble plus efficacement, qu'importe l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur le concept. Merci au Institute d'avoir accueilli ce webinaire. J'ai pu voir en amont qu'il y avait quelques clients Asana parmi les participants, notamment le Hub, comme le mentionnait Emmanuel. J'ai appris aussi hier que Livestorm, la plateforme qu'on est en train d'utiliser dans l'immédiat, est aussi un client Asana. Bref, toujours un plaisir de partager le travail Asana et j'espère que voilà, ça vous a donné des bonnes pratiques de gestion du travail utiles en ces temps de télétravail. Merci à vous.
Merci beaucoup, Corentin. On posera les questions, on les remontera à la fin de toutes les interventions. Donc, on te réinvitera sur scène. En tous les cas, moi, ça me conforte dans l'idée que manager à distance, c'est différent que de manager en situation réelle. Donc, voilà, on se rend bien compte qu'il y a quelques freins et quelques vigilances à avoir. Merci, Gaëlle, de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour. Alors, Gaëlle, dis-nous, quel est ton parcours et ton périmètre d'activité actuel, déjà, pour qu'on te situe? Alors rapidement, je suis manager depuis plusieurs années dans le secteur des télécommunications et j'ai occupé différents postes en management, tant dans le domaine commercial que technique ou dans le transverse. Et aujourd'hui, je travaille spécifiquement sur le développement des managers, donc le développement managérial, donc renforcer leurs compétences de manager, s'enrichir aussi de tout ce qui est intelligence collective. Voilà, ce sont vraiment des sujets qui me passionnent et donc je suis très contente de travailler dessus aujourd'hui. Et là, ce matin, je viens vous partager, vous apporter mon témoignage en tant que manager et aussi en tant que facilitatrice, en tant qu'animatrice de co-développement et animatrice d'ateliers d'intelligence collective. Voilà. Et Alors, justement, j'ai beaucoup aimé les petites BD là, du début, les petites vignettes, puisqu'on voit qu'en fait, aujourd'hui, ben, on fait comme on peut. Et justement, les outils d'intelligence collective nous permettent de faire comme on peut, mais ensemble. Et du coup, ça commence à se structurer, les rôles se définissent, et puis du coup, on reprend pied, et c'est comme ça aussi que ça repart. Donc, ce sont de bons outils dans cette période-ci. alors exactement. Et du coup, il y a une question de comment on manage ces outils. Et ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu puisses nous partager les relais de l'intelligence collective. Quels sont les relais en termes de métier, vraiment, de soft skills, qui pour toi sont importants pour justement savoir aujourd'hui bien manager les outils et les hommes? Alors justement, dans de plus en plus d'entreprises ont développé des sortes de tribus avec des facilitateurs, avec des changemakers, bon, il y a des noms qui fleurissent de partout, des outils d'intelligence collective, on en a plein aussi. On peut le faire en physique, on peut aussi le faire en digital, donc ça c'est très intéressant. Et c'est intéressant pour l'entreprise de se doter de ces tribus-là qui peuvent venir renforcer les managers, qui peuvent venir challenger par exemple un projet stratégique d'une unité ou de l'entreprise et qui peuvent permettre de réfléchir à plusieurs, d'enrichir les points de vue, d'enrichir aussi les prismes et les angles de vue, puisque dans l'intelligence collective, chacun a sa place, chacun a sa parole, donc des personnes qui vont être sur le terrain, dans votre domaine d'activité, vont avoir aussi des choses à amener qui vont pouvoir inspirer peut-être à des niveaux supérieurs, des plans stratégiques, des actions différentes. Donc c'est vraiment intéressant pour toute l'entreprise d'ancrer cette dynamique-là. Et puis c'est intéressant pour les collaborateurs qui peuvent le faire en parallèle en fait de leur métier de classique. Donc quelqu'un qui peut être un expert technique a peut-être envie de développer ces compétences-là et besoin de s'exprimer parce qu'il a cette envie d'aller au contact des autres, de faire émerger quelque chose et qu'il a une qualité ou un talent particulier là-dedans. Donc c'est aussi une bouffée d'oxygène pour certains, une vraie reconnaissance pour certains de leur capacité en dehors de leur poste. Donc c'est tout à fait intéressant aussi en termes de reconnaissance. Et puis ça crée une petite armée, j'allais dire, de personnes qui impulsent, qui lancent de bonnes idées, qui essayent de faire mieux, qui essayent de redonner le sens du lien et de voir que quand on est plusieurs, on réfléchit mieux, on voit mieux les choses. Et donc ça, c'est très intéressant. Par contre, ce qu'il faut faire à ce moment-là, quand on décide d'avoir ces facilitateurs, pour moi, il y a 4 facteurs clés de succès. Il faut les former. On ne s'improvise pas comme ça, facilitateur, même si on en a envie. Il faut les former. On est dans de l'expérientiel, dans l'intelligence collective. Donc justement, il faut qu'ils expérimentent eux aussi. Donc les former, les animer et les faire connaître, savoir en quoi on peut faire appel à eux, comment on peut faire appel à eux dans l'entreprise. Et puis leur dégager du temps, bien sûr, puisqu'ils le font aussi de manière, on va dire, bénévole ou volontaire à côté de leur métier principal. Et puis ça demande aussi d'accepter une structure un petit peu horizontale, au moins pendant ces temps d'intelligence collective. On n'a plus trop de liens de hiérarchie, on n'est pas là, les paroles de chacun se vaut. Donc il faut être dans une idée de structure horizontale et voilà, la parole est libre et on peut se dire les choses quand on respecte le cadre, donc comme on l'a vu, de bienveillance, d'écoute et de parler vrai. Voilà, donc ce sont des diffuseurs.
qui sont Oui, vraiment alors tu abordes un point important quand tu interroges parfois certains managers sur l'intelligence collective. Quand tu grattes un petit peu et que tu creuses, leur principal frein, c'est de dire « Ah oui, mais alors du coup, on va servir à quoi ?» S'il y a l'intelligence collective, c'est intéressant comme retour. Donc effectivement, il y a des croyances en tant que manager de se dire forcément, je suis toujours le sachant, l'intelligence doit venir potentiellement de moi, ça c'est intéressant. J'aime bien aussi l'idée que tu mentionnes, et on y croit beaucoup avec Emmanuel dans les organisations, qui est d'être un peu plus souple sur les fiches de poste et d'offrir 20-30% du temps, peut-être plus, pour des fonctions qui sont plus transverses et qui vont être des fonctions de liant dans l'organisation. Donc effectivement, sur volontariat, offrir cette possibilité-là et dégager du temps, c'est vraiment intéressant. Si on va un tout petit peu plus loin, comment on peut se dire qu'on a le potentiel pour être facilitateur? La formation, combien de temps elle dure? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Le potentiel, ça va être vraiment l'envie d'être en lien avec les autres, l'envie de partager, de faire émerger des choses. Donc, on est vraiment sur des soft skills, sur des choses qui sont vraiment liées aussi un peu à la personnalité et donc à ce qu'on a envie d'amener comme sens dans l'entreprise et comme rôle. Donc, c'est vraiment un rôle où, moi, je sens que quand on est dans ce rôle-là, on crée de la valeur. Parce qu'on fait émerger des choses, parce que les personnes repartent souvent, les collaborateurs, des ateliers avec des idées, des envies, de l'impulsion, et puis des fois un peu de magie aussi, de s'être retrouvé comme ça. Au départ, on ne sait pas ce qu'on va faire ensemble, et puis au final, il en sort des choses assez extraordinaires. Et je pense que c'est un bel outil de reconstruction aussi dans cette période. On a différents outils qui pourraient nous permettre de traiter ensemble, voilà, qu'est-ce qu'on fait là après cette phase un peu particulière. Ça peut être de la stratégie, de la visualisation, voilà, la reprise d'activité, comment on va la construire ensemble, comment on co-construit ça, si c'est possible, ou bien au moins comment on fait challenger peut-être la feuille de route de reprise ou la feuille de route du semestre suivant, qui forcément a été complètement bouleversée, comment on demande à chacun de venir s'exprimer là-dessus. Donc là, on peut traiter ce genre de problématiques et de sujets et s'enrichir avec des outils comme le Speakboat, comme le Solution Focus. Des outils, il y en a plein. Oui. On est vraiment dans une belle période une période qui le nécessite et où on peut vraiment utiliser ces outils-là en fait. On peut aussi se dire voilà, qu'est-ce qu'on retient de cette période, sur quoi on capitalise. Donc là, pareil, en intelligence collective, on a des outils pour ça. On rassemble les personnes. C'est intéressant d'avoir une richesse de regard et d'une pluralité de personnes. Et puis, on regarde voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on en retient, et qu'est-ce qu'on en retient pour la suite, qu'est-ce qu'on garde, sur quoi on va être plus vigilant. Et donc là-dessus, on capitalise. Donc on a beaucoup aussi d'outils de capitalisation. Et puis on a beaucoup d'outils qui aident à relancer la dynamique des équipes, à relancer l'ambition collective, autour de quoi on se rassemble, qu'est-ce qui nous identifie, quelle est notre raison d'être, et comment on peut amorcer un changement aussi. Voilà. Donc, alors, si tu devais nous décrire un cas concret, une situation d'usage là où récemment tu as utilisé l'intelligence collective, comment l'atelier se déroule, les grandes étapes, les questions que tu peux nous partager? Alors, des ateliers, bon, il y en a vraiment plein que j'aime beaucoup. Le CIRCEPT, moi je l'aime beaucoup parce qu'en équipe, on peut l'utiliser. Alors, soit on fait appel à un facilitateur extérieur, soit on l'anime en tant que manager, mais on change un petit peu de casquette, de posture. Voilà. Le CIRCEPT, vous le trouverez, c'est un outil qui a été conçu par un sociologue, tout est expliqué sur Ça s'écrit comment? CIRCEPT, C-I-R-C-E-P-T. Très bien. Circulaire Concept, je crois, c'est une abréviation. Donc celui-là, par exemple, je vous donne un exemple concret, mettons une équipe de formateurs qui va devoir se digitaliser parce qu'on ne peut plus se voir en physique, il va falloir faire autrement et de toute façon, c'était un mouvement amorcé. Donc on va par exemple écrire une phrase, voilà, le formateur digital de demain, c'est... Et puis là, chacun va aller dans une phase de réflexion et d'émergence d'idées en individuel avec des post-it. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui sera quand même à l'écoute, qui fera ci, qui fera ça. Donc chacun met ses envies, ses souhaits et sa façon de voir ça. On se rassemble après autour de cette idée, donc c'est là que ça devient circulaire, et on rassemble les différentes idées. On commence à construire des grandes notions de ce qu'on souhaite, justement pour être formateur digital. Pour nous, notre ambition, c'est d'être comment. On va donc faire émerger différents concepts, différentes notions, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va se mettre en équipe, ensemble, pour bien les comprendre et pour bien les formaliser par un mot. Ensuite, tout ça, c'est quand même assez long, ça dure 1 heure et demie. Et ensuite, on aura une dernière phase, en fait,
d'émergence un individuel où chacun va retourner de son côté et terminer cette phrase. Donc être formateur digital demain, c'est, et donc il va terminer cette phrase avec les 8 concepts, les 8 mots à l'intérieur de sa phrase, les 6, 8 ou 7 mots qui sont là. Et donc en fait, on aura créé du collectif autour de l'ambition, autour de la réflexion, du collectif autour de mots qui conviendront à chacun, et puis en même temps, on sera aussi sur de l'individuel, parce que vous verrez que si vous le faites, les phrases des collaborateurs seront toutes différentes, et pourtant elles contiennent les mêmes mots, mais avec une manière différente de l'expliquer. Et donc tout ça, c'est très rassembleur, ça crée vraiment de l'envie. Donc celui-là, j'aime beaucoup l'utiliser pour créer une ambition collective, une identité d'équipe, ou amorcer une vision future. Voilà, ça c'est un outil qui est vraiment très très puissant. Alors, pour conclure, dernière question, parce que tu as parlé d'un autre outil qui s'appelle le Speedboat. Tu peux nous en dire un peu plus? Le Speedboat, ça fait partie des outils, on en a différents comme ça. Ça fait partie des outils où on se projette d'abord sur l'idéal. Il y a une idée de monde idéal, le Solution Focus, c'est pareil. Donc, on se projette sur le monde idéal. Voilà, si ça marche, comment ça va se passer, mais il faut être concret, il faut un peu les faire rêver aussi. Ok, bon, ça veut dire que par exemple le client sera satisfait. Le client s'est satisfait, ok, mais comment ça va se matérialiser? On le voit dans ses yeux, quelle phrase il nous dit. Donc il faut aussi se projeter, donc vraiment être dans l'émotionnel aussi, parce que tous ces ateliers incluent beaucoup d'émotionnel. Il faut être dans l'émotionnel par rapport à ce qui va se passer et se sentir connu. Et ensuite, on regarde toutes les étapes qui vont permettre d'aller jusque-là. On regarde aussi les freins, ce qui va nous freiner, ce qui va être problématique. Et puis on regarde aussi ce qui va pouvoir nous aider, les atouts sur lesquels on peut se baser, les personnes externes qui vont pouvoir nous aider. Donc on va être dans cette logique-là. Parfait, très bien. Bon, merci beaucoup Gaëlle. Il y a eu pas mal de questions pendant ton intervention, donc tu seras ramenée à intervenir à la fin. Merci pour ton partage d'expérience. Alors, on va donner la parole maintenant à Alexandre Pachulski. Comme je le disais en introduction, il est l'auteur d'un livre passionnant qui s'appelle Unique. Alexandre, c'est à toi. Merci pour la petite promotion, by the way, pour le bouquin. Donc, en quelques minutes, je vais évidemment éviter de répéter tout ce que Corentin et Gaëlle viennent de dire, mais partager un petit peu de façon concrète mon vécu, effectivement, de tout ce qui s'est passé et tout ce que l'on a mis en place chez Talentsoft. Alors, la première chose, évidemment, concernant cette intelligence collective, c'est que pour les derniers qui n'en étaient pas convaincus, on est maintenant absolument persuadé que la complexité des problèmes auxquels on est confronté nécessite qu'on se réunisse collectivement pour trouver des solutions. Donc, on a définitivement tordu le cou à ce qui restait de taylorisme. Ça, c'est avéré. Je pense que même les plus réfractaires chez nous, s'il y en avait encore, sont convaincus. Nous, on avait tous en tête, étant donné notre job qui est un peu qui rejoint pas mal aussi à pas mal d'égards ce que fait le Institute. On essaye un peu d'inventer de nouvelles façons de travailler, de tirer profit des technologies exponentielles, que ce soit l'IA, la réalité virtuelle et autres. Donc, on était vraiment dans l'imagerie un peu à la Blade Runner, en train de penser à la suite, de parler de quatrième révolution industrielle toute la journée. Puis finalement, le changement, il est venu d'un autre angle. Il est venu de par cette situation. Ça a provoqué tout ce que l'on sait dans nos vies personnelles extrêmement bizarres. Il n'y a pas eu que du bon. Il y a eu des réflexes assez particuliers qui ont aussi émergé. Mais on a vu enfin tout ce que l'on apprenait pendant des années avec des changements qui finalement quand même peinaient à arriver. Il ne faut pas se mentir. On m'a parlé de transfo digital durant la dernière décennie, mais est-ce que ça avait vraiment lieu dans toutes les entreprises? Est-ce que tous les managers étaient confiants quant à l'usage du télétravail? Est-ce qu'on savait vraiment manier les outils digitaux correctement? Pas vraiment. Et du jour au lendemain, on a dû le faire. On a vu, je crois que ça c'est l'Orchestre national de France, se réunir pour jouer ensemble. Il y a des exemples comme ça, pléthore d'exemples. La 5 a mis aussi en place des cours. On a vu l'impensable se produire finalement. Et chez nous, on a réussi finalement d'abord à se dire une chose, et ça c'était la bonne nouvelle. Bon, on va pas essayer de faire comme avant, mais en utilisant le digital. On va faire carrément autre chose. Et ça veut dire que très rapidement, on s'est dit quoi? On s'est dit, ce qui va nous manquer d'abord, c'est de se voir, c'est le lien social.
Et là où finalement, en étant réunis dans un même bureau, on peut arriver à passer sa journée sur son slide deck et à pas tirer profit du fait d'être dans un espace collectif, bah là, c'était l'inverse. On était isolés et donc on a fait effectivement tout ce qui est apéro et autres. Mais en fait, on s'est surtout reconfiguré. On a créé une radio où un matin sur deux, c'était venu de la RH, mais on a créé une radio pour animer la vie chez Talentsoft avec des invités, avec des gens qui faisaient de la musique, qui partageaient finalement des aspects personnels, pas pour amuser la galerie, mais pour maintenir ce lien et maintenir ce lien de façon finalement utile. Ça, je pense que c'est une des premières leçons, ça a été créer du lien, mais pas pour rien. Que ce soit vraiment du lien où, ah tiens, on se retrouve, on rééchange, on vit ce que l'on aime vivre quand on vient au bureau pour passer du temps ensemble. C'était vrai à tous les niveaux. Au niveau du comité de direction, là où on se réunit normalement une fois par semaine, on s'est réunis une fois tous les 2 jours, avec cette volonté d'abord de se dire comment ça va, tout simplement, où est-ce que tu en es, où en sont tes équipes. Et on s'est aperçu finalement que ces questions-là, on se les posait peut-être pas tant que ça en mode nominal. On était finalement très focalisé sur le travail et pas tellement sur ce que chacun ressentait de ce travail-là. Et là, ce qui nous a le plus étonné finalement, c'est qu'au sein du GM, pour ne pas livrer de secrets particuliers, hein, mais on était très très concentré sur comment travailler sur ce qu'on appelle, nous, l'empowerment des équipes, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse finalement travailler sans avoir à systématiquement demander l'aval de son N+1, N+2. On n'est pas très hiérarchique, mais il y a toujours cette crainte de l'être humain finalement, de prendre une décision et qu'elle soit pas validée. Je pense que ça remonte probablement à l'école, hein, avec la peur d'être mal noté à la fin. Et là, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que les gens spontanément se sont dit, bon, de toute façon, là, on est face à une situation inédite, comment je peux aider? Et cette volonté d'aider, on s'est rendu compte que ça a été du pur bottom-up, des équipes se sont créées spontanément. Je donne un exemple très concret, en 10 jours, on a poussé une offre de learning, puisque bien évidemment, on avait à cœur d'utiliser nos plateformes et pour notre base de clients, mais aussi dans la vie sociétale, de comment on pourrait aider. Donc, on a la Fondation Rothschild, par exemple, comme client, des hôpitaux. Ben, tout de suite, ça a été, est-ce qu'on peut créer du contenu lié aux règles sanitaires et tout de suite le mettre à disposition sur ces plateformes. En 10 jours, des gens se sont spontanément retrouvés, ont créé une offre, et tout cela, honnêtement, ça aurait pris 3 mois, 4 mois en temps normal. Et là, ça s'est fait en 10 jours. La leçon, elle est double. D'abord, quand on laisse les gens se mettre sur les sujets qui les intéressent, ce qui a vraiment du sens. Encore une fois, tout ce qu'on a pitché pendant la transfo digitale, bah, spontanément, les gens se réunissent et font des choses bien. Là-dessus, même peut-être dans le chat ou les questions, je peux avoir des réactions du type « Ouais, mais on peut pas laisser chacun faire tout ce qu'il veut. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la même problématique que celle du free time que vous devez connaître par cœur au web. La problématique des entreprises qui laissent du temps libre à leurs collaboratrices et collaborateurs pour faire ce qui les intéresse. La peur, c'est toujours, oui, mais s'ils font des choses qui n'intéressent pas l'entreprise. Ce qu'on a constaté concrètement ici, c'est que les gens savent de quoi l'entreprise a besoin, de quoi les clients de l'entreprise ont besoin, de quoi les collaborateurs ont besoin, et ils se mettent rarement sur quelque chose d'inutile. Surtout dans le temps qu'on a connu, où les gens n'avaient pas envie de passer 2 heures de plus avec un casque sur les oreilles pour faire un truc qui ne servait à rien. Et donc, ça a été vraiment une vraie leçon, sachant qu'on a su aussi reconfigurer tout de suite les objectifs qui étaient les nôtres. Et nous, on pitch depuis des années que on doit rajouter. Alors, on a un outil qui s'appelle Continuous Conversation, qui est un outil de gestion des objectifs, des OKR, Objective Key Result, qui est sur une surcouche des entretiens annuels, des entretiens de mi-année. Parce que valait le 15 mars les objectifs qu'on s'était fixés le 2 janvier? Pas grand-chose. Donc, tout de suite, il y a eu une reconfiguration. Et ça aussi, ça a été intéressant de voir comment chaque manager a essayé d'adresser ça. Alors, évidemment, là, je dresse un peu un tableau idyllique. Un tableau idyllique, pour finir ce tableau idyllique, ça a créé l'empathie que je pense qu'on a tous connue. Moi, j'ai parlé d'humilité, j'ai parlé d'authenticité dans pas mal d'articles que j'ai écrits pendant cette période. Le grand chapeau de tout ça, c'est l'empathie. Parce que même les managers qui étaient les moins doués, et il y en a, pour prendre soin des autres, pour prendre des nouvelles sincèrement des autres, parce qu'ils savent pas faire, parce que c'est pas leur éducation, c'est pas leur mode de vie. Là, ils devaient le faire
Parce que de toute façon, si quelqu'un n'était pas bien, et on a eu des gens, nous, qui étaient confinés chez eux seuls dans un petit appartement, tu l'as cité Emmanuel en début de webinaire, on peut toujours dire alors ton projet ça avance machin. Ça sert à rien si la personne n'est pas bien dans ses baskets. On doit prendre soin d'elle. Question, si tout le monde n'est pas doué pour ça, comment on fait? Donc on a installé une cellule psychologique. On a donné dans chaque pays, parce qu'on est dans 15 pays, des numéros différents pour aider les managers à recueillir des conseils quant à comment je peux aider mes collaborateurs et aider les collaborateurs et collaboratrices eux-mêmes. Et cette appréhension psychologique, cette empathie, je pense que ça va faire partie maintenant d'un courant, puisque de toute façon, on en avait besoin, mais on piétine un peu ça. Aujourd'hui, on a compris que sans ça, c'est difficile et que de toute façon, toutes les initiatives purement productivistes, elles n'étaient pas très efficaces s'il n'y avait pas cette empathie. Alors, on s'est confronté quand même à des managers. On l'a vu chez nos clients, mais même chez nous, hein, si je le dis humblement, parce qu'évidemment, il y a de tout dans toutes les entreprises. On est quand même 700 aujourd'hui, donc rien que culturellement, lié à d'où on vient, dans son parcours, son histoire, il y a des réactions différentes. Il y a la peur et la perte du reporting traditionnel. Gaël en a parlé, Corentin aussi. C'est vrai qu'il y en a qui sont perdus aujourd'hui. Ceux qui avaient l'habitude soit de faire des one-to-one et de prendre du pur reporting de alors on avait dit que tu serais là, est-ce que tu y es, est-ce que tu y es pas. Bon, il n'y en a pas beaucoup chez nous, mais il y en a un petit peu. Et surtout le managing by walking around. C'est-à-dire, je me balade, je sens, je fais pas tellement de rendez-vous formels, mais je respire l'air du temps. Bon, tous ces gens-là sont perdus. Il y a quelque chose à réinventer là-dessus. Et ce qui est à réinventer, c'est, en fait, ça a été cité aussi, c'est autour de la confiance. En réalité, le reporting de demain, qui a été mis en place finalement de facto pendant le confinement, c'est si tu t'engages à un objectif, comment m'assurer que tu es à ce rendez-vous? C'est pas en te checkant toutes les heures ou toutes les semaines, c'est bon, tu es bien où tu as dit que tu serais, c'est bon, tu y seras. Non, ça sert à rien, ça. C'est que quelqu'un puisse lever la main en disant j'ai un problème, il faut m'aider parce que ça risque de dévier. Et puis, c'est constater ou non que les gens sont au rendez-vous sur leurs engagements. Et c'est la confiance qui est le support de ça. Et puis, il faut pas oublier, on n'est pas dans un monde de bisounours. On peut se dire, l'économie doit être plus sociale, plus solidaire. Il faut tordre le cou un peu à l'économie d'avant, mais comme on se l'a un peu dit en 2008 finalement. On a pris des engagements avant. Nous, on est des actionnaires au capital. Donc, du jour au lendemain, on va pas changer de business, complètement se reconfigurer. C'est cette nouvelle forme de leadership finalement qui va, et je vais m'en arrêter là, qui va être la solution. Parce que finalement, il y a un moyen de satisfaire les engagements d'hier avec les attentes d'aujourd'hui. C'est vraiment autour de la nouvelle posture du leader. C'est un leader qui est plutôt capable de froidement, presque, j'ai envie de dire, regarder la situation, humblement reconnaître qu'il a les solutions ou qu'il les a pas, réunir des gens autour de la table d'où qu'ils viennent, ceux qui plutôt ont levé la main en disant tiens, ce problème-là, il m'intéresse, et puis donner une nouvelle façon, et Gaël en a parlé, Corentin aussi, d'avancer, de se coordonner, et qu'il y ait moins de travail pour le travail, mais plus de travail en test and learn. Et si on accepte d'échouer, si on accepte finalement de pas avoir toutes les solutions et humblement de se dire on va peut-être tâtonner un petit peu, mais ce qui compte c'est vraiment d'avancer. Moi je crois que c'est ça la nouvelle posture du leader. C'est pour ça que j'ai terminé sur Forrest Gump. Forrest Gump, il sait pas où il va là, mais il entraîne plein de gens. Pourquoi il les entraîne? Parce qu'il avance. Il avance, et je pense que la capacité à avancer, humblement reconnaître qu'on sait pas tout, mais humblement reconnaître qu'on s'est trompé et savoir changer de direction quand nécessaire, c'est ça qui créera la confiance, c'est ça qui donnera l'envie. Et je pense que la confiance, ça va probablement être le levier de changement du monde d'après, si monde d'après il y a vraiment. Merci beaucoup Alexandre pour cette intervention. C'est vrai que moi aussi je retiens l'expression amorcée par Corentin, moins de travail pour le travail, plus de travail pour avancer concrètement ensemble. Alors on va prendre certaines questions, on ne pourra pas toutes les prendre, mais notamment Gaël, si tu veux revenir, tu voulais bien prendre une des questions qui était donc une question de Louise. Est-ce que faire appel à l'intelligence collective pour résoudre une problématique prend plus de temps que du top-down? Est-ce que Gaël, tu es encore avec nous? Je suis là. Oui, voilà, tu apparais. Effectivement, il y a toujours cette question de
Ça va nous prendre plus de temps Alors, si on est plusieurs à réfléchir. la réponse est oui, ça va prendre plus de temps. Rassembler les personnes, envoyer les invitations, trouver les salles, etc., les outils. Oui, et remonter tout ce qui sera sorti de là, ça prend beaucoup plus de temps. Du coup, il faut doser. Après, par contre, ça prend plus de temps, mais par contre, les personnes se sentiront plus impliquées, adhéreront plus facilement à l'idée qui est sortie parce que leur avis aura été pris en compte, ils auront été consultés et écoutés. Donc forcément, la phase suivante, après la décision qui est la mise en œuvre, sera beaucoup plus facilitée. Et puis, après, il faut doser. Voilà, on n'est pas obligé de faire de l'intelligence collective, ce n'est pas un mode d'entreprise autogérée. On peut simplement faire remonter les souhaits, faire remonter les contraintes et écouter. Et ensuite, la décision peut être prise par ailleurs. Ou bien ça peut être un processus total de création et de co-construction. Tout ça, il faut savoir doser. Mais ce qui est intéressant dans la question qui me plaît, c'est que là, il est question d'une problématique. Résoudre une problématique. Alors, quand il y a une problématique, c'est pas seulement des problèmes d'objectifs contraires ou de KPI pas respectés ou de choses très factuelles. Il y a de l'humain derrière. Il y a toujours de l'humain. Et c'est là où l'intelligence collective va permettre de déminer et puis de faciliter après, de mettre de la fluidité dans tout ce qui va se dérouler par la suite, puisque c'est de l'humain aussi qui va ensuite mettre en œuvre et qui va être derrière ces décisions-là. Très bien. Oui, redonner plus de sens en tous les cas, ça permettra d'avancer concrètement, quand bien même le processus en tant que tel peut prendre plus de temps. Autre question de Claire, comment repérer les collaborateurs managers qui sont effectivement, Alexandre, comme tu disais, perdus, en souffrance dans le télétravail? À quoi ça se ressent à distance en plus? Bon, d'abord, il y a deux éléments. Il y a ceux dont on savait qu'ils n'en étaient pas fans. Donc, cette liste-là, entre guillemets, on la connaît et faut pas être naïf. Voilà, on sait très bien qu'ils pensent que le télétravail, c'est assez super. Ils vont avoir du temps pour faire les courses. Donc, ça, on l'a. Et la deuxième, en fait, c'est que quand on fait passer des messages, ce que l'on a fait, nous, on a fait vraiment toute forme de séminaires, de webinars, de sessions collectives à toute la boîte, quelques-uns et autres. Il y a des managers qui lèvent la main en disant ouais, mais sincèrement, moi je sais pas exactement comment faire ça. Donc il y a ceux qui ont été humbles et qui ont dit j'en ai pas l'habitude. Et il y a ceux, en fait, et on le sait souvent par les équipes. Par les équipes, on a vu remonter parfois des gens qui étaient paumés. Et on se disait c'est bizarre parce que le manager normalement il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Et puis en fait a posteriori on se rend compte que le manager le fait pas. Et là la RH, nous on a des HRBP, donc par équipe. Je pense que la RH a vraiment un rôle clé à jouer là-dessus, c'est-à-dire son rôle d'animateur, son rôle quelque part de garant que les choses se passent bien dans le cadre culturel, organisationnel qu'on a défini. Et ce sont beaucoup les HRBP qui nous ont monté. Dans cette équipe-là, ça passe pas vraiment. On va aider le manager. C'est pour ça que quand je parlais de cellules psychologiques tout à l'heure, c'était aussi bien pour les gens que les managers parce que il a dû falloir, on n'arrête pas, je vois Emmanuel à l'écran, le learning by doing, combien de fois ça a été pitché sur toutes les scènes du hub. Là, il a fallu le faire en live et ça a été ça la difficulté. Ça a été l'apprentissage en live à marche forcée parce qu'il fallait bien le gérer. Il y a une autre question de Louise que j'aime bien. Je ne sais pas si Corentin te laisse pour y répondre. Pour ajouter, je me suis permis de copier-coller quelques outils qui peuvent aider pour aller prendre le pouls des salariés. Mais bon, les outils, c'est bien, mais à un moment, juste prendre le temps quand même d'être sûr qu'on a appelé tout le monde et pas juste pour un meeting, mais juste pour savoir comment ça va, où on en est, avoir quand même un peu plus d'interaction vu qu'on est à distance, c'est important aussi. Les small talk, il n'y a pas que la productivité à distance. Et c'est vrai que voilà. Puis après, ça peut être des retours d'autres collaborateurs qui nous alertent aussi indirectement. Donc voilà, booster un peu plus de communication pour essayer de faire remonter les choses. Attendez pas que les gens entre guillemets vous le signalent parce que certains vous ne le signaleront jamais. Parce que là, là-dessus, oui. Pardon. Non, je juste préciser que on parle beaucoup digital, outils digital. Faut pas oublier que le digital et les outils sont pas une finalité, mais c'est un moyen pour arriver à ce qu'on souhaite faire. Et trop souvent, il y a une résistance face au digital parce que ça nous met des boutons, parce que c'est un nouvel outil, il faut apprendre à l'utiliser, etc. À partir du moment où on est tous d'accord sur le pourquoi l'outil est là et qu'est-ce qui va nous permettre de faire tous ensemble, je pense que c'est comme ça qu'il faut penser le digital et les outils plutôt que de faire une levée de bouclier.
Et dernière question, parce qu'on a un petit peu débordé, de Louise Châtelu. Peut-on utiliser l'intelligence collective pour résoudre des sujets d'organisation, entre parenthèses, avec potentiellement des réductions d'effectifs au bout? Qui est-ce qui veut tenter de répondre à cette question? Moi, je peux amorcer un début de réponse. Après, je laisserai les personnes répondre aussi. Mais pareil, il faut doser, en fait. Même si derrière, il y a une ambition qui est de réduire, de faire quelque chose qui ne va pas forcément être bien perçu. Qu'est-ce qui nous empêche pour autant de consulter au préalable les personnes qui sont sur le terrain, les personnes qui sont concernées, pour bien comprendre quel est l'enjeu du problème ou quel est l'enjeu de la situation actuelle qui nous amène à ça, pour qu'il y ait des remontées, pour qu'il y ait aussi tenir compte un peu de leur avis, de tout ce qu'ils vont pouvoir exprimer. Et déjà écouter, c'est bien. Après, il peut en remonter des choses et on peut construire une solution, un après, construire un mode de transition. Donc, je pense que ça vaut toujours le coup de se demander est-ce qu'on peut quand même écouter et construire un petit peu ensemble. On ne peut pas tout le temps co-construire l'ensemble de ce qui va se passer. Mais par contre, on peut avoir des phases d'écoute préalable ou de challenger une décision. Voilà, ça c'est possible. Ouais. Et peut-être juste pour compléter, il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué tant que ça, c'est il y a la construction, puis il y a la redistribution, et il y a la notion de transparence. C'est la notion de réduction des effectifs qui me fait penser à ça. Je pense que c'est à décorréler de l'intelligence collective, c'est est-ce que l'entreprise a une volonté ou non de réduire des effectifs pour 1000 raisons? Et je pense que ce qui compte vraiment dans cet aspect-là, c'est la notion de transparence, c'est-à-dire que on a vu pendant cette période, nous, on a communiqué sur tout, y compris sur les risques qui pouvaient peser sur l'ensemble des effectifs. Et on a dit au démarrage, on est rentré à 700, on en sortira à 700, et toutes les décisions qu'on va prendre, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de réduction justement d'effectifs. À partir de là, on a précisé le pourquoi on prenait cette décision, pourquoi on n'allait pas prendre celle-là et autres. Et je pense que la clé sur l'intelligence collective, c'est aussi faire confiance aux gens dans leur capacité à comprendre le pourquoi des décisions, si on a entre guillemets un peu le courage de vraiment mettre sur la table, voilà avec quoi on joue. Ça, c'est tout à fait nouveau, parce que même nous, avant, on disait pas forcément tout. Je crois que là, c'est plus important que jamais d'être transparent, parce que si on l'est pas, tout devient sujet à discussion, à débat, à peur. Et donc, je crois que l'intelligence collective aussi, c'est être très transparent dans sa communication, dans son partage d'informations et faire confiance dans l'intelligence des gens quant à comprendre le pourquoi on prend les décisions, en sachant qu'on va essayer de prendre les moins mauvaises décisions possibles dans un contexte éminemment incertain. Et je pense qu'il y a un bon contre-exemple sur le sujet, c'est la réduction des coûts dans le système hospitalier, où on a vu qu'a priori les soignants n'ont pas du tout été consultés. Il y a des normes top-down qui tombent en disant on va couper ça, on va arrêter ça, et je dis pas que c'est simple, parce que réduire c'est forcément changer. Mais c'est vrai que des fois, peut-être qu'il faudrait les associer en disant on est obligé d'atteindre ces objectifs, mais alors qu'est-ce que vous proposeriez ou comment on pourrait faire ou qu'est-ce qui est important de ne pas supprimer? Parce qu'à un moment, effectivement, demander aux gens de rester motivés quand on leur impose des choses qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre et qu'à la limite, en haut, on ne voit pas forcément les problèmes de la réalité opérationnelle, je pense que ça nous montre bien que ça ne marche pas, quoi. Et je rajouterais juste, il y a un cas que vous pourrez retrouver dans le livre, qui est le cas du Bon Coin. Alors, pas dans la problématique jusqu'à réduction d'effectifs, quoique, je ne sais pas comment s'est terminée l'histoire. Un des sujets traditionnels dans une entreprise, c'est la data. Où est-ce qu'on la met? En général, avant de se demander où est-ce qu'on la met, on sait qu'elle est un peu partout dans l'entreprise. C'était ça le problème du Bon Coin et ça leur causait vraiment beaucoup de déficits en termes d'efficience et de productivité. Donc, le COMEX a confié à un groupe volontaires de travailler sur le sujet et ils sont eux-mêmes arrivés à la solution de la mutualisation de ce service et à la création en fait d'un département. Donc vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est aussi décider de la gouvernance, de qui va s'occuper, alors qu'avant tout le monde s'occupait un petit peu de la data. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont même fortement recommandées parce que pour reprendre ce que disait Gaëlle, il n'y a pas mieux que la co-construction et le fait que chacun ait pris conscience du problème. Et que déjà, il faut qu'on trouve une solution. Et donc, que ça ne soit pas imposé en disant, maintenant, on mutualise la data. Donc, telle personne, vous allez vous retrouver tous ensemble. Et d'ailleurs, votre nouveau chef, c'est telle personne. C'est sûr que ça peut tout de suite faire des frictions parce que le parcours n'a pas été fait. La réflexion n'a pas été co-construite avec les personnes concernées. Pour faire écho à ce que disait Alexandre sur la transparence, je pense que transparence, ça ne veut pas forcément dire partager que le positif.
C'est aussi partager les moments qui sont délicats et si l'entreprise fait face à des difficultés. À ce titre, j'ai trouvé assez intéressant. Alors malheureusement, dans la Silicon Valley, il y a eu pas mal de personnes qui sont fait remercier ces dernières semaines. On prend l'exemple d'Uber, par exemple. Je trouve que c'est assez intéressant de voir la communication de crise d'un patron en particulier comme celui d'Uber, qui a réussi à tourner un message qui est quand même pas facile de diminuer de 30% les effectifs, d'un message qui est vraiment plus un message de transparence. Voilà, juste pour donner un petit peu quelques idées là-dessus. C'est intéressant d'observer ce qui se passe côté Californie. Bon, transparence et confiance, ce sera les derniers mots avec lesquels nous pouvons rester, parce que l'intelligence collective, c'est pas juste des méthodes, des outils, des postures, c'est aussi un état d'esprit. Et transparence et confiance sont nécessaires, une forme de pouvoir distribuer, n'est-ce pas, plus délégué, dont on parle aussi dans notre ouvrage. Gaël, Corentin, Alexandre, un grand merci pour vos insights et votre temps. Je sais qu'en ce moment, tout le monde court après le temps. Donc, un grand merci de vous être rendu disponible aussi rapidement pour ce webinaire. Pour les participants, on vous donne rendez-vous pour les prochaines sessions. Comment repenser son parcours et son expérience client post-Covid mardi 19 mai. Le 20 mai, on parlera de marketing productif et le 11 juin, on aura quasiment une grosse session avec 6 solutions pour mettre en place un nouveau management et une nouvelle organisation dans le programme Back to Business. Donc, on vous invite à suivre de près le programme des prochains webinaires sur hubinstitute.com/webinar. Voilà, on vous remercie encore pour votre participation, vos questions, vos remarques. Et puis, on vous dit à très bientôt, on espère, in real life. Rendez-vous sur Business Recovery Challenge sur le site du Hub Institute.